Violette. Le prince Gauthier vivait à Lugubrie, un pays où le rire était interdit. Le roi Tristan, son père, exerçait sinistrement le dur métier de roi. La reine Lacrima, sa mère, menait fièrement sa triste vie de reine. Quant aux courtisans, ils adoraient réciter de faux compliments à la reine, friser leurs perruques grises et surveiller dans les miroirs que leur visage reste toujours aussi sérieux. Mais le prince Gauthier, lui, tournait en rond. Les jours, de grand à nuit, il claironnait de sa jolie voix. « Je m'embête, qui connaît une bonne farce ?» Aussitôt, des oubliettes jusqu'à donjon, c'était la révolution. Les courtisans s'affolaient, les cuisiniers se brûlaient, les femmes de chambre couraient, et tous, sans exception, criaient « Calamité, le prince Gauthier veut rigoler !» Un matin, le roi Tristan en eut assez de ce drôle de fils, et convoqua un bon vieillard qui répondait au nom de Janson Pochou. « Pochou, dit-il, plein de courroux, je veux un garçon normal. » « Sa Majesté parle-t-elle sérieusement ?» demanda le vieil étourdi. « Évidemment, il ne manquerait plus que cela, s'agaça le roi. »« Bien sûr, rectifia Janson Pochou. Si je puis me permettre, sire, il arrive parfois par erreur qu'un enfant rit. »« Non, hurla le roi, fais-lui astiquer les armures, raccommoder les chaussettes des gardes ou trouve-lui une saine occupation. » Pendant 3 jours et 3 nuits, le pauvre Janson Pochou chercha un passe-temps de prince. À l'aube du 4e jour, il rendit visite à Gauthier, une pile de livres sous le bras. Ainsi, pendant des années, tous les jours, après son petit déjeuner, le prince Gauthier écouta 15 contes de sorcières. Il s'amusa aux 100 épisodes de la fée tout en joie. Il avala 30 histoires de triste cire le poilu. Le palais put enfin respirer. Grâce à la lecture, le prince s'était calmé. Mais le jour de ses 16 ans, le prince Gauthier claironna dans le château. « Je m'embête. Qui connaît une bonne farce ?» Une frousse terrible s'empara des habitants des lieux. On galopa dans les couloirs pour chercher Janson Pochou. On le dénicha dans le jardin, on l'attrapa par ses bretelles et on le traîna chez le roi Tristan. « Pochou, se lamenta le roi, c'est horrible. Mon fils veut à nouveau rigoler, rends-le sérieux. »« Mais votre majesté, le prince Gauthier ne sera jamais... »« Débrouille-toi, hurla Tristan. Immédiatement, Janson Pochou eut l'idée de rechercher une princesse. Hélas, toutes lui répondirent en pensant les lèvres. « Il est nul, ton prince. Il pourrait cacher des grenouilles dans mes chaussures de mariée. » Janson Pochou n'avait plus d'espoir, sauf peut-être la princesse Violette, mais elle habitait loin et n'avait pas bonne réputation. Le vieil homme fit tout de même le voyage et fut reçu par un conseiller du roi Guillaume. « Je viens demander pour le prince Gauthier la main de la princesse Violette, annonça-t-il. Le conseiller partit voir le roi. « Hélas, dit-il en revenant, le roi Guillaume pense que cela est impossible. Violette sent la pizza, elle déteste les robes en dentelle et elle porte un bonnet de ski pour aplatir ses cheveux. En plus, elle adore les blagues idiotes. Le roi Guillaume adresse ses salutations royales au roi Tristan, mais jamais Violette ne sera reine de Lugubrie. » Ayant dit cela, le conseiller est parti en fermant la porte derrière lui. Une fois seul, Janson Pochou entendit un bruit. Il se retourna et vit une jeune fille sortir d'une armoire. Elle portait un bonnet de laine et un nez de clown. « C'est ok pour le prince Gauthier, dit-elle en rajustant son nez, je l'épouse. De toute façon, je ne me marie pas avant la fin d'avril. Une sorcière moustachue va m'emporter. À choisir, je préfère Gauthier. J'ai vu son portrait, il est rigolo, il me plaît. »« Je crains, princesse, que cela ne soit impossible, répondit Janson Pochou. Le roi Tristan n'aime que les princesses bouclées et parfumées à la fleur de souci poudrée. M'en fiche du vieux Tristan à la noix. C'est son fils que j'aime, moi, fredonna Violette en faisant l'arbre droit. Impossible, princesse, répéta tristement Janson Pochou, impossible. Ah bon, c'est ce que l'on verra.
Violette remonta la nappe à carreaux qui lui servait de jupe et se précipita dans son donjon. S'ensuivit un tohu-bohu terrible. La princesse Violette hurla qu'on lui fasse chauffer l'eau du bain. Elle convoqua 7 couturières, 3 coiffeurs et 2 parfumeurs. Au bout d'une heure, elle déclara qu'elle était prête. Elle passa devant Jean Soupe-au-Chou en sifflotant et se rendit chez son père. Jean Soupe-au-Chou colla son oreille à la porte. « Ma fille, s'exclamait le roi en tremblant, tu sens le muguet des bois. Pourquoi as-tu les cheveux bouclés et une robe de taffetas? Es-tu tombée sur la tête? Non, père, je suis tombée amoureuse. J'épouse le prince Gauthier. Tu veux devenir reine de Lugubrie, malheureuse? Il te reste un mois pour trouver un autre prince. J'épouse, chanta Violette en dansant la polka. Quand le roi eut consenti, la princesse sortit. Elle se planta devant Jean Soupe-au-Chou, posa sur son front un bisou et dit « C'est oui ». De retour en Ligurbie, Jean Soupe-au-Chou, encore rouge d'émotion, se rendit auprès du roi Tristan. « Sire, mariez le prince Gauthier à la délicieuse Violette. Ils se feront des farces l'un l'autre et laisseront votre majesté et ses courtisans s'attrister dignement. » Cette bonne idée arracha des larmes à Tristan. On prépara la noce et on célébra le mariage le 1er avril. Dès qu'ils se virent, Gauthier et Violette éclatèrent de rire. En cachette, elle lui donna son nez de clown et lui offrit du poil à gratter. Plus jamais on ne les vit séparés. Après quelques jours, Violette proposa à Gauthier d'enseigner le rire aux courtisans. Ensemble, ils partirent acheter 30 perroquets et les dressèrent en secret. Un matin, à l'aube, ils les cachèrent dans les placards de la salle du petit déjeuner et attendirent. Comme tous les jours, la reine entra prendre son café dans la salle pleine. « Oh, ma reine, belle et douce !» dit un courtisan en se prosternant. Ensemble, les perroquets éclatèrent d'un même rire. « Belle et douce, ah 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 !»« Qui ose rire de moi ?» s'énerva la reine. « Moi, moi, ah 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 !» répondirent les perroquets. Les courtisans étaient effondrés. Quel imprudent osait rire ainsi! Qui s'amuse ici? Hurla Tristan en entrant à son tour. En Ligurbie, nous sommes déjà sérieux. Sérieux! Sérieux! Vous faire les oiseaux en s'envolant de leur cachette. Petit à petit, le rire des perroquets gagna la salle. Un gigantesque fou rire se répandit du donjon aux oubliettes. Le roi et la reine finirent par sourire et comme ils trouvèrent cela agréable, ils autorisèrent la plaisanterie en Lugubrie. Violette et Gauthier avaient gagné. Leur mariage fut à l'image de leur vie, un grand sourire. Ils eurent 7 princesses et 7 princes drôles et gais. C'est pour cela qu'aujourd'hui les enfants aiment rigoler. Ils sont tous les arrière-arrière-petits-enfants du prince Gauthier et de la princesse Violette. Camélia. C'était le mois de mai. Les roses embaumaient, l'eau bleue du ciel pétillait et la nature fredonnait au soleil. Le roi Guillaume fit savoir qu'il convoquait son peuple le dimanche matin sur la place de l'Horloge. Il avait, paraît-il, une annonce de la plus grande importance à faire. Petit à petit, la place s'emplit de femmes et d'hommes, jeunes et vieux, paysans et princes. Les trompettes du roi arrivèrent sur leurs chevaux harnachés d'or et sonnèrent de leurs instruments. Enfin, le conseiller déclara à la foule. Selon la coutume, notre bon roi Guillaume donnera la main de sa 3e fille Camélia, à qui montrera ce jour bravoure, force et habileté. Que les courageux veuillent bien s'avancer. Les jeunes gens en âge de se marier sortirent de la foule. Soudain, une cavalière déboucha sur la place. D'une voix décidée, elle annonça « Je suis Camélia. Mon cœur n'est pas à vendre sur une place publique. » La foule devint tout à coup muette. « Dans ce pays, s'excusa le conseiller, le roi a toujours donné ainsi sa 3e fille en mariage.
Il ne peut assister aux épreuves, mais il reçoit le vainqueur au château. Princesse Camélia, réfléchissez. Sans mariage, au mois de mai, vous mourrez de la malédiction de la sorcière. Camélia descendit de cheval. Elle ajusta sa longue robe gonflée par 10 jupons et s'avança jusqu'à la file de prétendants. Dans ce cas, décida-t-elle, faites-moi une place, je participe au concours. Ma main est à moi, mais puisqu'il le faut, je gagnerai le droit d'en disposer aux yeux de tous. Un murmure scandalisé parcourut la foule. Des femmes prirent la parole. Cela ne se peut pas. Nous n'avons jamais agi ainsi. Et pourquoi, répondit Camélia, ne puis-je point décider de ma vie? Montrez-moi où cela est écrit. Le conseiller tenta de dissuader la princesse. Les demoiselles n'ont ni courage ni force. Ces épreuves s'adressent à des hommes. Cher conseiller, j'en doute. Laissez-moi vérifier. Annoncez les épreuves. Le conseiller allait obéir quand un prétendant au mariage sortit du rang. Ici, les femmes doivent suivre leur mari. Je ne veux point vous épouser, même si vous êtes princesse et fortunée. De nombreux hommes indignés le suivirent, réduisant de beaucoup la file de candidats. Je suivrai parfois l'homme que j'aurai choisi, quelque lui, et quelquefois lui me suivra, répondit Camélia avec douceur. Mais souvent c'est côte à côte que nous cheminerons. Conseiller, quelles sont les épreuves? D'une voix tremblante, le conseiller annonça à la foule. Un griffon, cet aigle redoutable au corps de lion, sème la terreur au sommet de la grande tour carrée. Il a bloqué la porte de l'intérieur. Il empêche nos soldats de monter la garde et se nourrir de leurs chevaux. Dans son nid, il couve des œufs en pierres précieuses. Mettez le griffon en fuite et prenez son trésor avant ce soir. La main de la princesse Camélia est à ce prix. Les prétendants échangèrent des regards affolés. Certains abandonnèrent, mais les 4 plus courageux restèrent. Camélia était de ceux-là. Elle monta sur son cheval et partit au galop, suivie de près par les jeunes gens déterminés. Arrivés à la grande tour carrée, les concurrents mirent pied à terre et chassèrent leur cheval. L'immense porte d'entrée était bien bloquée. Alors chacun tenta sa chance à un angle de la tour. Chaussés de leurs bottes épaisses, les hommes grimpaient en agrippant les pierres de leurs mains solides. Camélia tenta l'ascension, mais ses fins souliers n'étaient faits que pour plaire. Leur cuir se déchira, leurs semelles se décollèrent. Voyant les hommes qui progressaient rapidement, Camélia jeta ses chaussures et se mesura pieds et mains nus à la muraille de la tour. Elle escalada ainsi malgré sa robe longue, malgré ses 10 jupons à la force de sa volonté. Lorsqu'enfin les pieds en sang, elle franchit les créneaux, les trois hommes s'attaquaient au donjon. Flanqué de multiples portes, celui-ci menait directement là où le terrible griffon dormait. Mes prétendants vont provoquer le fauve et peut-être mourir. Et la vie est trop précieuse pour qu'on la risque ainsi, pensa Camélia. La princesse tourna sur le chemin de ronde, cherchant un moyen différent de combattre le griffon. Lorsqu'elle vit à l'aplomb du nid des grands plumes orangés, elle eut une idée. Et prit les plus belles, les piqua dans sa coiffure, si bien que son visage sembla surmonté habillé de plumes. Les hommes avaient choisi l'escalier intérieur. Elle entreprit de monter par l'extérieur. En quelques minutes, elle escalada le donjon. La princesse vit les 3 prétendants enfoncer la porte, leurs longues épées dirigées vers le griffon. L'oiseau s'éveilla dans un rugissement. Il se dressa et pointa ses griffes effroyables vers ses agresseurs. C'est ce moment que choisit Camélia pour sauter près du nid en chantant. Sa voix était de cristal. Elle avait remonté sa jupe près de ses yeux, laissant ses 10 jupons voler et se gonfler autour d'elle. Camélia dansa ainsi, le plumage hérissé comme un oiseau extraordinaire. Fasciné, ensorcelé, le griffon se leva pour la suivre loin de son nid. La princesse le guidait en reculant. Arrivée au bord de la tour, elle sauta. Dans sa chute, sa robe s'ouvrit en se gonflant tel un parachute. Elle toucha terre en douceur
Malgré le sol rocailleux, elle courut se cacher dans un renforcement de la tour. Le griffon sortit de son rêve, se retourna. Trop tard. Les hommes et le trésor avaient disparu. Furieux, il chercha, il vira et vociféra, mais vaincu et honteux, il s'envola à jamais loin de la contrée. Petit à petit, la foule arrivait au pied de la tour carrée. Les prétendants apparurent, exhibant chacun des pierres précieuses. Quelques plumes restaient encore accrochées dans la chevelure de Camélia. « Princesse, lui dit le conseiller, vos prétendants seront difficiles à départager. Quant à vous, je suis désolé, vos mains sont vides. » Alors que les deux autres prétendants restaient muets, un jeune homme s'avança et donna ses pierres à Camélia. « C'est injuste. Sans votre courage et votre habileté, nous n'aurions pu dérober les œufs précieux. Vous avez enfoncé la porte, vous avez affronté le monstre et avez osé prendre son trésor, répondit Camélia. C'est ensemble que nous avons vaincu ce griffon. La jolie princesse se débarrassa des pierres précieuses, puis elle tendit ses mains au jeune homme. Elle le trouvait très à son goût. Il avait une lumière dans le sourire qui, depuis ce matin, la troublait. « Est-ce bien vous que l'on appelle Marc ?» demanda-t-elle. « En effet, répondit-il. M'accorderiez-vous votre main? Je vous donnerai la mienne. Notre chemin sera merveilleux, j'en suis sûre. » Marc, fou de joie, la prit dans ses bras. Camélia présenta elle-même son futur époux à ses parents. La fête fut fabuleuse. Dans ce pays-là, plus jamais le cœur de la troisième fille du roi ne fut mis aux enchères sur la place publique. Et ce fut grâce à Camélia. Mirabelle. Avec ses boucles rousses et son teint bronzé, la princesse Mirabelle charmait toute la contrée. Elle était douce, bien élevée, et conservait à toute occasion son sourire distingué. Pourtant, le roi Guillaume et la reine Iris désespéraient de marier leur fille, qui, très poliment, avait déjà refusé toutes les demandes en mariage. Arrivé le mois de juin, et avec lui, la date obligatoire des noces de Mirabelle. Zoé, sa nourrice, redoublait d'efforts pour décider sa protégée. « Mirabelle, ma tourterelle, cherchez-vous un époux. Une sorcière, vous le savez, a menacé de vous tuer si vous ne trouvez chaussure à votre pied. »« J'y songe, ma bonne Zoé, » répondait Mirabelle sur un ton raffiné. Or, Mirabelle avait un secret. Un jour, en lisant le magazine Belle et Royale, elle était tombée sur le portrait de Silverino, un troubadour de rêve. Il possédait tout ce qu'elle aimait, des épaules musclées, une voix d'or et un regard brûlant de mystère. Le cœur battant, elle avait lu l'article de bout en bout. Hélas, Silverino, célèbre et presque marié, vivait à l'étranger. Mirabelle supplia Bleuette, sa fée marraine, de l'aider à le rencontrer. En vain. Après plusieurs jours de grande tristesse, la douce princesse décida qu'elle épouserait un prince aussi beau, aussi énigmatique et à la voix aussi puissante que Silverino. Parmi les 119 jeunes gens qui se présentèrent, aucun ne respirait assez le mystère. Pleine d'espoir, Mirabelle attendait le 120e. Un matin, un artisan itinérant, spécialisé en couronnes, trônes et articles de royauté, vint se présenter au palais. Le roi, ravi de trouver enfin un professionnel, lui confia la décoration de la salle de bal. Le jeune homme se mit aussitôt au travail. Durant 2 jours, on l'entendit travailler, taper et clouer à grand bruit. Le 3e jour, s'étant mis un violent coup de marteau sur les orteils, il poussa un long cri à la manière des chants tyroliens. Alertée par cette voix merveilleuse, Mirabelle accourut. Lorsqu'elle arriva derrière la porte, elle entendit le jeune homme prononcer un nombre infini de grossièretés les unes à la suite des autres. Qui est le langage mystérieux dans la bouche de ce puissant chanteur, pensa-t-elle en vibrant d'amour. Si cet homme est musclé, je l'épouse. Elle frappa avec politesse et entra discrètement dans la salle de bal. L'artisan était brun, bien fait et semblait musclé de la tête aux pieds. Les sourcils froncés, il soufflait en sautant, les mains sur sa cheville. Mirabelle, éblouie, prit son sourire distingué pour demander
Mon ami, vous dansez à merveille. Vous déclamiez un poème dans une langue secrète, n'est-ce pas? Le jeune homme surpris n'en répondit rien. Fi, pardonnez mon impolitesse, murmura-t-elle, soudain en rougissant, je me présente. Princesse Mirabelle, quatrième fille de Guillaume. Les yeux baissés, elle tendit sa main longue et fine. L'homme, qui n'avait jamais fait un baisement de sa vie, la secoua vigoureusement. Silvio Bricolo, prince de Marteau, annonça-t-il. Mirabelle battit des cils et du cœur comme une libellule affolée, et demanda sans même respirer. Beau prince, m'enseignerez-vous un jour votre langage? Qu'ai-je entendu? Les masses abrutis, gros crétins bouffis, que ces mots inconnus sont doux et jolis. On verra, répondit Silvio embarrassé. Maintenant, suffit la parlotte, petite demoiselle, j'ai du boulot. Il guida gentiment Mirabelle dehors et se remit au travail. Mirabelle vécut un moment de désespoir derrière la porte fermée. Elle avait compris deux choses. Silvio était un prince, mais il n'aimait pas son sourire distingué. Avant de se noyer dans un torrent de larmes, Mirabelle décida d'agir, et courut au fond du parc et appela sa fée marraine. Bleuette, ma chère Bleuette, volette avec ta baguette. Dans un tourbillon scintillant, Bleuette apparut. Elle était belle, ronde et dorée comme une brioche. Que puis-je pour toi? Attention, ma vieille baguette déteste les troubadours à la mode. Bleuette, j'ai enfin trouvé le prince de mes rêves. Il danse et il chante à merveille. Il est fort, musclé, il vient d'un royaume mystérieux. C'est le prince du Marteau, je crois. La jolie fée étincela de joie. Magnifique! Hélas, le prince Silvio semble distant. Bleuette, contrariée, volta nerveusement autour de Mirabelle. Comment? Répliqua-t-elle au bout d'un moment. À ta naissance, je t'ai pourtant offert des jolis dons. Ce prince du marteau est bien difficile. Elle agita sa baguette. Baguette, belle baguette, donne à Mirabelle la robe la plus raffinée pour danser. En quelques secondes, la princesse fut parée d'une robe entièrement faite de roses et de coquelicots soulignés de quelques gouttes de rosée. Mirabelle virevolta comme un papillon rouge dans les allées du parc. Elle revint vers sa marraine. Bleuette, j'oubliais, je ne comprends pas le prince. Aide-moi. Avant de disparaître, Bleuette agita une deuxième fois sa baguette. Baguette, belle baguette, donne à Mirabelle les mots de Silvio. Et à la minute même où il sera conquis, offre à Silvio le langage qu'il lui faut. Mirabelle remonta au château. Le cœur battant, elle frappa à la porte et entra. La salle de bal était terminée. La tête dans sa malle à outils, Silvio rouspétait. Bon sang de bonsoir, où j'ai fichu mon couteau suisse. Mirabelle avança vers lui en sifflant d'admiration. Chapeau, Silvio, t'as fait du super boulot. Silvio sursauta et resta bouche bée devant cette fille bouquée. Impressionné, il réussit à balbutier. Vous aimez? Jolie demoiselle. Ça oui, et pas qu'un peu, répondit la belle. Au fait, t'es myope? Il est sur la chaise, ton couteau suisse. Assez, suffit la parlotte, on se danse un rigoudon. Silvio sentit son cœur s'emballer. Jamais dans aucun château où il était passé, Princesse n'avait parlé si clairement. Jamais Princesse n'avait reconnu un couteau suisse. Jamais Princesse ne l'avait invité à danser le rigodon. Hélas, Silvio vivait un rêve. Chère Mirabelle, répondit-il, mon cœur saigne, mais je ne puis accepter. Vos mains sont trop blanches et votre robe trop délicate pour moi. À mesure que le langage de Silvio se raffinait, ses vêtements devenaient princiers. Quand une cape apparut sur ses épaules, Silvio entraîna Mirabelle dans une valse folle. Puis il se jeta à ses genoux. Belle princesse, puis-je caresser l'espoir que nous unissions nos destinées? Comme une flèche, Mirabelle abandonna Silvio et fila au fond du parc. Bleuette, j'ai rien capté. Il veut quoi, le Silvio? Bleuette apparut et sans même que Mirabelle s'en aperçoive, elle lui rendit sa classe de princesse. Il veut t'épouser. Alors, à pas élégants, Mirabelle remonta au château. Elle reprit sa place et son sourire distingué pour répondre à Silvio.
Oui, je le veux, mon prince. Des noces très raffinées furent célébrées dès le lendemain. On ouvrit grand les fenêtres de salle de bal, car il faisait chaud. C'était la fin du mois de juin.